Salut, salut! Salut, tu m'entends? Je t'entends, je te vois. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Oui, c'est parfait. Ok, nickel. Et pour ceux qui sont là ce soir, bonjour tout d'abord. Et puis après, surtout, n'hésitez pas à nous dire s'il y a une différence au niveau du son entre les deux intervenants. Enfin voilà, n'hésitez pas à nous dire ça avant que ce soit la fin de l'interview. Bon, allez, comme d'habitude, je prends 5 minutes pour te présenter, pour t'introduire. Après, on va, dans un dernier temps, parler d'une plante que tu as retenue et avec tes mots, et ce sera Laisse-moi l'escovia. dire. Ouais, j'ai pas Voilà. quelqu'un. Euh, du coup, tu nous diras pourquoi tu l'as choisi, puis tu en parleras avec tes mots. Et ce que j'aime bien là-dedans, c'est que bah, chaque thérapeute qui vient parler d'une plante le fait avec son vocabulaire, avec sa philosophie même. Et du coup, ça, quelque part, le fait de parler d'une plante renseigne sur son mode de pensée et sur sa philosophie de vie et d'approche thérapeutique. Et puis, entre-temps, ben, on va aussi parler de plein de sujets parce que tu es un naturopathe très, très connecté au végétal et de différentes manières. Et c'est aussi pour ça que je voulais que tu sois, enfin, je suis très heureuse que tu sois présent ce soir pour en parler. Donc, je commence. Je t'introduis. Tout d'abord, merci d'être présent. Donc, tu es à Nantes, tu es naturopathe et tu proposes un accompagnement un peu spécifique avec des immersions en nature. Donc, tu as un cabinet à Nantes qui est presque dans les bois, qui est magnifique d'ailleurs, avec vue sur la canopée, comme tu dis sur ton site internet. Je vais me servir de quelques phrases que tu as écrites sur ton site, parce que j'ai des trucs bien formulés. Je me suis dit, tant qu'à faire, je vais m'en servir. Donc, tu offres la possibilité de faire des consultations dans un bois thérapeutique en marchant dans la belle vallée du Sens. Est-ce que ça se prononce sens? Oui, c'est ça. Oui, d'accord. Donc, c'est assez rigolo aussi. Donc, à la base, tu as une carrière en communication digitale et puis au cours d'un déménagement, tu as, je cite, déconnecté le pilote automatique sur lequel tu étais branché pendant quasiment 20 ans. Et puis, en t'installant dans un environnement boisé, tu as expérimenté par toi-même l'impact de la nature sur tes émotions, sur ton bien-être et sur tes envies. Et en fait, c'est cette connexion quotidienne avec la nature qui a initié chez toi un changement de cap. Euh, Tu t'es formé à pas mal d'activités. On est en train de m'appeler en même temps. Alors, à décliner. Tac. Pardon, monsieur. Donc, tu as une formation de naturopathe auprès de l'Institut Hildegard de Bingen, une formation de phytoaromatologue, une formation toujours auprès du même institut de praticien en réflexologie plantaire, et puis une formation d'écothérapeute. Et ça va être très intéressant que tu nous en parles de guide de Shinrin-yoku. Est-ce que je le prononce bien? Oui. Ok. Et aussi de la formation du cueilleur du chemin de la nature. Aujourd'hui, tu es un naturopathe qui est certifié donc, du coup, par la FENA. Et je dirais que ta spécificité vraiment, c'est cette connexion avec le végétal au travers justement de l'écothérapie, au travers justement de Shinrin-yoku dont tu vas nous parler. Et aussi, tu as développé une certaine connaissance dans les champignons médicinaux, qui est un domaine encore qui n'est pas vraiment peut-être suffisamment exploré en France, et pourtant qui, sur le plan thérapeutique, présente d'énormes potentialités. Donc voilà, je vais commencer du coup par te demander de nous dire, peut-être avec tes mots à toi, ce qui t'a amené aux plantes et compléter un petit peu la présentation que je viens de faire de toi, qu'on te connaisse un peu mieux. Bah, merci pour cette présentation. Très heureux d'être là avec toi ce soir. Moi, ce qui m'a amené aux plantes, c'est un livre. C'est le livre de Francis Salé, qui est un botaniste plaidoyer pour l'arbre. C'est un livre en fait qu'on m'a offert en 2005. J'avais aidé un ami à moi à lancer sa boîte de conseils autour de la revalorisation des espaces verts, notamment des forêts. Mm. Et il m'avait donné ce livre-là en me disant c'est ce bouquin qui a changé ma vie. Donc c'est quelqu'un qui bossait dans le marketing, qui avait des grandes responsabilités chez M6, le dernier poste qu'il avait, et qui a tout plaqué pour faire une boîte qui s'appelle Kinomé. Et c'est ce bouquin-là qui l'avait fait shifter. Mm. Et j'ai pris ce bouquin, j'ai ouvert 2 pages en 2005. C'était de la botanique, donc j'ai dit quoi de truc. J'ai reposé dans une bibliothèque. Et en fait, j'étais tout simplement pas mûr pour lire ce livre. Et c'est un peu plus tard, quand j'ai pu cheminer aussi de mon côté, que j'ai retrouvé ce bouquin dans la bibliothèque et là, je l'ai dévoré. Donc, il y a vraiment une question
de temporalité. Et c'est un livre qui a vraiment changé ma vision de la société, de Mm. l'environnement. C'est un livre à impact. Donc après, c'est suivi d'autres lectures, donc Ernst Zucker, Mancuso, enfin pour continuer dans ce registre botanique. Mm. Petit à petit, je me suis dirigé vers autre chose que les arbres, puisque le sujet c'était l'arbre au départ, avec Liu-Tiagui, Thévenin. Mm. Je me suis rapproché des plantes pour finalement acheter mon premier livre de phyto, qui était le traité pratique de phyto de Morel. Voilà. Mm. Et en fait, alors c'est un livre que j'utilise plus trop parce qu'il n'est pas forcément pratique d'utilisation au quotidien. Par contre, il a tout un chapitre d'introduction qui était vraiment hyper intéressant. Et c'est ça qui m'a fait découvrir, on va dire, le volet thérapeutique des plantes, Mm. qui m'a amené ensuite à la naturo. Donc voilà, c'était un cheminement. Donc ça c'est l'histoire théorique de lecture et de rencontres voilà de personnes on va dire de référence dans le domaine botanique des plantes. Mm. Mais en parallèle de ça, il y a, comme tu l'as dit dans l'introduction, un déménagement qui m'a changé d'environnement de vie. Et c'est en rentrant en interaction avec cet environnement naturel, que ce soit par tout simplement la vue, mais aussi commencer à jardiner, à travailler avec les plantes, à mettre les mains dans la terre, que Mm. tout ça m'a fait évoluer vers la naturopathie. Et oui, et je suis allée voir ton cabinet, qui est incroyablement magnifique, qui est presque intégré, enfin, je vais pas dire intégré dans les bois, mais quasiment, hein. Mm, Et c'est vraiment un lieu déjà, rien que d'y être, on s'y sent bien. Donc mm. c'est chouette de pouvoir accueillir aussi dans ce cadre-là. Ouais, c'est un lieu qui me fait du bien et je me suis dit Mm. que c'était important pour moi de le partager puisque Mm. je constate sur moi déjà son effet thérapeutique, donc je sais que il peut avoir aussi cette dimension-là Ouais. pour d'autres personnes. Mm. Est-ce que tu pourrais nous parler rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et qu'on a plusieurs sujets à voir, mais de l'écothérapie, nous dire ce que c'est? Alors l'écothérapie, c'est une approche qui est plutôt déployée par les psychologues pour accompagner les gens sur notamment la gestion des émotions. Mm. Donc les gens qui ont théorisé en fait cette pratique-là sont partis du constat que il y avait des limites au niveau du cabinet et que les consultations en extérieur pouvaient avoir un vrai intérêt d'un point de vue accompagnement et thérapie. Mm. Donc c'est des gens qui ont fait l'effort de sortir du cabinet. Le premier niveau d'écothérapie, c'est ce qu'on appelle le walk and talk. Donc c'est simplement en fait transposer une consultation chez le psychologue, mais dans un cadre naturel à marcher. Donc Mm. ça c'est un psychologue américain à New York qui a créé ce principe-là. Et ça c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est, enfin pour moi, qui est le cœur de l'écothérapie, c'est de pouvoir utiliser en fait l'environnement naturel comme matière à réfléchir, à interagir. Donc là, on est dans une logique de résonance. Donc Mm. le thérapeute va accompagner la personne, va lui proposer d'observer son environnement, va l'interroger sur ses ressentis, et ce qui va se passer, ou pas d'ailleurs, c'est que la personne va pouvoir soit avoir des effets miroirs, donc voir dans la nature bah, un parallèle avec ses émotions du moment, avec ce qu'elle a vécu, ou quand on va plus loin, c'est directement voir des enseignements dans la nature, dans l'observation de la nature. Donc moi, c'est une pratique que je propose soit en tant que telle pour accompagner les émotions, soit aussi c'est une pratique que j'intègre dans mes consultations de suivi. Quand on Mm. est dans une relation déjà établie avec un consultant, je propose d'aller faire la consultation en extérieur. Et parfois, ça donne l'occasion d'exercices propres à l'écothérapie. Voilà. Mm. Et je trouve que c'est un prolongement de ce qu'est pour moi la naturopathie. J'ai une vision assez spécifique de la naturo. Pour moi, c'est remettre les gens sur le chemin de la nature. Donc, c'est pas forcément soigner à travers les plantes ou les solutions naturelles. D'ailleurs, le terme soigner, pour moi, n'est pas juste par rapport à la naturo. Donc, Mm. c'est vraiment remettre les gens sur ce chemin-là. Et en fait, moi, j'essaie de le faire de manière concrète. Donc déjà, Mm. en
clients de faire des consultations en extérieur, mais aussi en apprenant aux personnes à découvrir la nature, à s'intéresser à elle, et pourquoi pas tendre vers une forme Mm. d'autonomie en termes voilà, d'usage des plantes pour leur santé. Merci, c'est très clair et très concret. Tu m'as un peu fait penser à Maître Yoda, mais avec le fait de se reconnecter dans la nature et surtout de l'enseignement que veut amener la nature. Bon là, on n'est pas tout à fait là-dedans, mais Euh, et du coup, on va parler de la mycothérapie et de l'approche avec les champignons, parce que c'est aussi super intéressant. Mais juste avant, tu pourrais nous parler un petit peu des bains de plantes. Les, Ah, c'est peut-être pas ça le terme, pardon. les bains de forêt. Oui, les bains de forêt, Ah pardon, oui. pas bains de plantes. Donc les bains de forêt, c'est donc le Shirin-yoku. Ouais. Donc ça, c'est une pratique japonaise de l'immersion dans la nature. Mm. Les Japonais ont mis en place ces protocoles. Alors, il faut savoir que c'est des protocoles qui ont été pensés par des médecins. C'est pas du tout Ouais. une dimension ésotérique qu'on peut avoir quand on voit certaines pratiques de la sylvothérapie en France. Mm. C'est des protocoles faits par des médecins pour faire baisser le stress des Japonais. Mm. Parce que c'est une société qui est énormément stressée, donc il y a un haut niveau de suicide, de burn-out et ainsi de suite. Et Mm. donc ils se sont aperçus que les balades dans la nature, dans les parcs notamment, c'était un super moyen de faire baisser la tension. Donc tout ça Mm. a été étudié, mesuré avec des paramètres vitaux, la tension artérielle, enfin voilà les niveaux d'anticorps. Enfin, ils ont fait la totale. Et donc c'est une pratique qui se fait en groupe. Donc on va à Mm. plusieurs dans la nature et en fait c'est un peu le pendant de l'écothérapie mais dans une dimension collective. Mm. Et là où l'écothérapie travaille sur la résonance entre une personne et son environnement, en Shirin-yoku on va avoir la résonance avec l'environnement mais éventuellement la résonance aussi avec le groupe. Finalement, écothérapie Shirin-yoku, ça reste le même principe, à savoir Mm. des interactions avec l'environnement et un bien-être qui est apporté par l'environnement naturel. Mm. Ok, c'est très bien. J'ai tout compris. Je pense que c'était très clair pour tout le monde aussi. Et avant que tu nous parles de cette fameuse plante qu'est l'escoldia, grande plante sédative, anxiolytique et autres, antalgique même, j'aimerais bien qu'on parle un tout petit peu des champignons parce que c'est vrai que voilà, c'est pas une connaissance qui est vraiment développée, en tout cas même dans les études ni d'herboristerie en France, hein. On va très très peu sur la mycothérapie. Et en naturopathie, je pense que c'est pas beaucoup développé non plus. Moi, j'aimerais savoir ce que le champignon peut nous apporter et comment, en gros, alors ça va être difficile de le faire dans le temps imparti, mais si tu pouvais nous donner une petite, voilà, si on pouvait avoir un petit échange de 5-10 minutes sur le sujet pour savoir, en gros, pourquoi tu t'es dirigé vers la mycothérapie d'abord, et qu'est-ce que tu y trouves de spécial que tu ne vas pas trouver dans les plantes, en fait? Qu'est-ce que ça peut nous amener? C'est un règne à part en fait, tout simplement. Donc, Mm. euh, en termes de composition chimique, les champignons sont dans un autre registre que les plantes. Donc, on va pas retrouver les mêmes principes actifs. Ils vont avoir cette Mm. spécificité-là. Et d'autre part, les champignons sont des organismes qui vivent en symbiose. Alors, les plantes aussi, avec les champignons, quelque Mm. part au niveau des racines, mais les champignons sont symbiose en fait, en tant que tels. Mm. Et la façon dont ils interagissent sur les organismes est assez spécifique. Et aujourd'hui, on a pas mal d'études qui étudient notamment les grands champignons médicinaux comme le reishi, le cordyceps. Mm. Mais toutes les activités qui sont constatées sont pas forcément expliquées par la chimie. Je vais prendre l'exemple, par exemple, de leur capacité à moduler le système immunitaire. Donc il y a les bêta-glucanes qu'on retrouve dans pas mal de champignons qui ont cette action immunomodulante. Donc Mm. immunomodulante, c'est si l'organisme a besoin d'être boosté au niveau de l'immunité, ça va la booster. Et par contre, si on a besoin de modérer l'immunité dans le cadre d'une inflammation, ça va la baisser. Mm. Donc en fait, cette dimension-là, elle peut être expliquée par les bêta-glucanes, mais pas forcément, ça suffit pas forcément pour expliquer toute l'action que les champignons ont.
que les champignons ont. Par contre, Mm. bah, moi, je trouve que c'est une notion de symbiose. Et, enfin, quand on voit comment fonctionnent les champignons dans la nature, on se dit, bah, là, en fait, ils rentrent aussi en symbiose avec nous. Et ce côté Mm. modulant, bah, correspond bien finalement à cette symbiose. Donc voilà, on est dans un registre assez complémentaire de ce qu'on peut faire avec les plantes. Et, euh, et voilà, moi je trouve que c'est quand on s'intéresse aux vivants, on s'intéresse aux plantes. Et pour moi, c'est le prolongement naturel que d'aller aussi vers la mycothérapie. Mm. Et puis, on peut les faire pousser chez soi comme on ferait pousser des plantes, quoi. Oui, ça c'est un truc qui est vachement intéressant, c'est qu'on peut Mm. aussi on peut acheter des ballots sur Internet qui sont déjà mycorhizés, donc après on peut les faire pousser. Mm. Intéressant. Donc on peut les intégrer facilement dans l'alimentation. Les polysaccharides se détruisent pas forcément à la cuisson, donc on va les Mm. conserver finalement même en faisant une poêlée. Euh, et d'autre part aussi, les champignons médicinaux, on en a autour de nous, hein. Donc Mm. le Coriolus versicolore, il y en a, voilà, il y en a juste à côté, il y en a un peu partout. Mm. Le reishi pousse aussi dans nos régions. Les bolets, les cèpes de Bordeaux sont des champignons médicinaux. Le champignon de Mm. Paris aussi a des propriétés médicinales. Donc, en fait, c'est un registre incroyable qui est finalement bah, pas suffisamment investigué au niveau français parce qu'on n'a pas Ouais. cette culture-là. On a une culture du champignon Mm. à mettre dans l'assiette, mais on n'a pas la culture du champignon médicinal. Et moi, ça Mm. m'arrive, je fais partie de l'association de mycothérapie de l'Ouest, et ça m'arrive de voir en fait des cueilleurs pourtant assez âgés, donc ils connaissent très bien les champignons. Ils Mm. trouvent un reishi, ils le balancent. Pour eux, c'est un champignon qui est pas Ouais. intéressant dans l'assiette, ce qui est le cas parce que c'est très dur. Ouais. Mais c'est un champignon médicinal. Alors que vous faites ça devant un Mm. Chinois, voilà, il va pas comprendre Ouais. parce que pour lui, enfin, je sais pas quelle somme ça représente en Chine, mais pour lui, c'est de l'argent qui est balancé par la fenêtre, quoi. Mm. Parce que le reishi, typiquement, est un champignon qui est très demandé en Chine et très reconnu pour ses propriétés. Mais Le parce qu'il a reishi conscience de la valeur. Ouais. ouais, le reishi, pour vous donner un parallèle avec la phyto, c'est l'équivalent de l'ortie en Mm. phyto. C'est-à-dire que c'est un champignon de l'harmonie, de la régularité. Enfin, il va réguler plein de choses. Mm. Il est hyper complet. Donc autant l'ortie en phyto, tout le monde la connaît, tout le monde la préconise. Bah, son Mm. pendant en myco, ça va être le reishi. Alors du coup, par exemple, si on, c'est l'ortie, par exemple, c'est assez simple de dire, voilà, vous prenez une cuillère à café de poudre et vous prenez ça tous les matins pendant un mois et puis on voit les effets. Pour le reishi, tu ferais comment? Est-ce que c'est sous forme de gélule ou est-ce que tu pourrais aussi proposer sous forme de poudre? Bah, c'est souvent sous forme de gélule. Euh, D'accord. donc en fait c'est du champignon sec broyé, hein. Hmm. Il y a quand même le totem en fait, la Ouais, plante entière en fait, enfin la plante, le champignon entier est présent dans les gélules. ouais. Mais le Euh, goût? Bah du coup, il y a pas, enfin ça a pas de goût. En Ouais, gélule, on avale direct. Alors après, pour ceux qui ont du mal à prendre des gélules, ils peuvent le mettre dans une compote ou ouais, enfin voilà. Mais et par contre, on va travailler sur des cures. En général, on dit qu'il faut 3 mois. Voilà, ouais. des cures de Ok. 3 mois avec. Bah, après, ça dépend du labo, mais ça peut être une ou deux gélules par jour, quoi. D'accord. Et est-ce que tu penses que les champignons agissent un petit peu moins vite que les plantes? Alors après, ça dépend des plantes, mais je veux dire, est-ce que tu trouves qu'il y a, en termes de rapidité d'action, il y a un décalage, il y a une différence ou pas? En fait, ça dépend de la forme galénique. Parce que si Ouais. tu prends de la tisane, tu vas être dans une action plutôt longue. Mm, D'équilibrage de terrain. Si tu prends des champignons en poudre comme ça, mm, euh, en fait, je pense qu'au niveau des champignons, on est assez frileux sur les doses, qu'on n'a pas forcément de mm. retour. Donc, Ouais. on est plutôt dans une approche assez light, Ok. voilà, donc plus dans la durée. Mais D'accord. enfin, typiquement sur des reishi, on est dans enfin, typiquement, c'est un champignon qui vise Mm, l'équilibre. Donc, les équilibrages de terrain, enfin, on le sait, c'est pas deux prises, quoi. Donc, mhm. Ça marche.
Ok, ouais, parce que je disais ça, parce que l'ortie, tu vois, typiquement, parce qu'on en parlait, tu peux voir quand même assez rapidement des effets, hein. Enfin, pour certaines personnes, au bout Ouais, d'une mais semaine, c'est bon, ça quoi. dépend des individus, de la capacité Oui, des gens à transformer les principes actifs. Et mm, bah, ouais, oui, c'est très spécifique. Il y a un commentaire sur le reishi en poudre comme un café. mm, Nous, en France, enfin, on n'a pas forcément accès à beaucoup de formes galéniques pour les champignons. Mais il mm. faut savoir qu'aux États-Unis, c'est un marché qui est en pleine explosion. Et on va retrouver du champignon dans tout, dans le café. Enfin voilà, ils mettent de la poudre de champignon un peu partout parce que maintenant aux Mm. États-Unis, c'est bien compris dans l'esprit des gens que bah, le champignon égale santé. Voilà. Donc c'est un Ok, raccourci et il y a pas mal de tests qui sont faits. Finalement, la poudre qu'on retrouve, elle n'est pas forcément composée que de champignons, mais mm. il y a d'autres formes qui existent aussi qui sont voilà plus dans le registre alimentaire. Super intéressant. Et je pense il faudrait prendre un autre temps pour en parler plus longuement. Et je pense en tout cas que tu es une des figures, à mon avis, dans les années à venir, qui va nous parler des champignons. Il nous reste un petit peu de temps pour parler de l'escolzia. Euh, bon, je pense qu'on peut aller jusqu'à 19h05, donc ça veut dire qu'il nous reste un peu moins de 10 minutes, enfin voilà, environ 10 minutes. Est-ce que tu pourrais nous parler de cette plante? Pourquoi tu l'as choisie? Est-ce que tu l'utilises? Est-ce que tu la conseilles? Alors oui, enfin, j'ai choisi cette plante parce que j'ai une petite histoire avec elle. En fait, quand j'ai travaillé sur mon site internet, j'ai voulu faire un portrait chinois Mm, euh, qui présentait trois produits solutions naturelles qui représentaient ma pratique. Et mm, j'avais pris la propolis, j'avais pris Coriolis versicolor, donc un champignon, et j'avais pris l'escolzia. Parce que c'est une plante que j'utilisais pour moi, qui mm. correspond à mes besoins de personnes un peu stressées, qui a du mal à dormir. Et, euh, et en plus, voilà, c'était une plante que j'avais au jardin, donc je la connaissais bien, j'avais déjà une bonne relation avec elle. Mm. Euh, et en fait, quand je suis allé me former au Shirin-yoku, on a fait au début de la formation un tirage de tarot. Et donc, c'était des cartes qui représentaient les plantes médicinales. Et bah, j'ai tiré le pavot de Californie, j'ai fait, ah tiens, clin d'œil, mis Ouais. dans ma bio, et en fait, c'est ce que je tire au début de la formation. Et en fait, à la fin de la formation, on a dû proposer en fait une sortie de Shirin-yoku. Donc, il y a des gens qui sont venus de l'extérieur pour qu'on leur propose une séance. Et à la fin de la séance, au moment de la cérémonie du thé, on avait posé sur chaque tasse une carte du même tarot. Et donc tout le monde prenait une tasse et prenait la carte avec associée à sa tasse. Et moi je me suis dit tiens, je vais pas prendre la carte qui est en face de moi, je vais aller faire le tour de la nappe où on avait disposé les tasses et je vais aller prendre Mm. celui qui est en face. Je sais pas pourquoi. Et quand j'ai retourné la carte, bah, c'était le pavot aussi. Donc là, en fait, voilà, toutes ces cartes-là, en fait, enfin, pour moi, quand on fait des exercices de tarot, ça dit pas du tout l'avenir ou quoi que ce soit. Par contre, c'est de Mm. la mise en relation avec des informations, des idées. C'est de la matière à réfléchir, on va dire. Et là, moi, dans le cadre Mm. de ce partage-là, ouais, j'ai tout de suite su que c'était très clairement une plante avec laquelle je devais travailler, quoi. Mm. Donc voilà. Et ce que j'aime beaucoup dans l'escolzia, c'est que c'est une plante qui permet de parler du totem, Mhm. puisque c'est une plante en fait qui contient des alcaloïdes. Donc les alcaloïdes, pour ceux qui savent pas, c'est des produits qui font peur en phytothérapie, puisque certains alcaloïdes ont une certaine toxicité. Si on Ok. regarde la composition de l'escolzia, on pourrait se dire que cette plante est toxique, ce qui n'est pas du tout le cas. Et pourquoi? C'est parce que il faut pas avoir une vision réductionniste quand on parle de phytothérapie. Une plante n'est pas la somme de ses principes actifs. Elle peut être autre chose que cette somme-là. Pourquoi? Parce que ce qui compte dans la façon dont on interagit avec les plantes, c'est aussi les liens qui existent entre les différents principes actifs. Et ça, c'est la plante dans son ensemble
qui va proposer ce qu'on appelle une matrice. Et la matrice est porteuse d'informations et va induire l'action de la plante sur l'organisme. Mm. Donc en fait, voilà, le pavot de Californie, si on regarde sa composition, on va se dire non, c'est toxique. Et par contre, quand on l'éprouve de manière concrète, c'est une plante qui est atoxique Mm. et au contraire qui est assez douce. Et c'est une plante notamment qui est utilisée aux États-Unis pour les problèmes de sommeil chez les enfants. Mm. Voilà, donc quelqu'un qui connaît pas la phyto, il regarde la liste des alcaloïdes, il va dire non mais surtout pas pour les enfants, enfin c'est n'importe quoi ce que vous faites. Ouais. Alors que sur le terrain, c'est pas du tout ce qu'on constate et Mm. au contraire, c'est une plante qui est assez facile d'usage. Alors, d'usage. Donc, c'est une plante Alors les usages. sédative, Donc, une anxiolytique, une antalgique. Bon, on la connaît surtout pour ses aspects sédatifs quand même. ouais, donc elle est sédative, donc on l'utilise notamment pour tous les gens qui ont des problèmes de sommeil. Alors Mm. elle peut être très efficace chez certaines personnes, donc avec un effet très rapide, ou elle peut mettre plus de temps à s'installer, Mhm. donc notamment pour les gens qui ont des problèmes de sommeil chronique. C'est une plante aussi qui est donc anxiolytique, donc elle va travailler sur toutes les personnes qui ont du stress, des angoisses, voilà. Il y a une propriété qui est un peu moins connue, c'est une dimension antispasmodique. Donc, elle va travailler sur les Mm. muscles lisses intestinaux. Mm. Et enfin, bah, elle a une dimension antalgique. Alors là, il faut plutôt pousser au niveau des doses. Mais moi, je l'ai déjà utilisé sur des douleurs neuropathiques avec succès. Donc, des douleurs, ça peut être des Mm. sciatiques, ce genre de choses. Ouais. Euh, et là encore, on n'est pas sur un effet. Enfin là, on va monter les doses, mais c'est pas un effet 5 minutes après que vous ayez pris le pavot, Mm. vous avez plus de douleur au niveau du nerf. Il faut plusieurs heures avant que ça fasse effet. Mais Mm. par contre, on arrive à un vrai effet antalgique. Et d'ailleurs, c'est une plante qui était utilisée par les Amérindiens sur tout ce qui est douleur au niveau des dents. Mm. Donc, ces propriétés antalgiques sont connues depuis un moment. Ouais. Donc, ouais, c'est vrai qu'on la connaît moins pour ses propriétés antalgiques et pour autant, elle est hyper intéressante. Mm. On la connaît bien comme sédative pour induire le sommeil et pour aussi maintenir un sommeil voilà, de qualité. Donc, c'est pas Mm. mal pour vraiment toutes les problématiques de sommeil. A priori, il n'y aurait pas d'effet d'accoutumance. Après, c'est comme tout. Enfin, si on utilise une plante tous les jours, je pense qu'il y aura quand même une accoutumance. Mais dans les études, on ne montre pas d'accoutumance. Non, il n'y a pas Euh, d'accoutumance contrairement à la valériane. La valériane, on va la mm, déconseiller sur le long mm, terme, alors que le pavot peut vraiment être une plante, mm, c'est un compagnon, on va dire, du sommeil pour les gens. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. ouais. Mm. Alors, moi, j'aurais quand même tendance à peut-être pas. Voilà, j'aime pas trop conseiller une plante sur le trop long cours. Une même plante. Et puis, il peut y avoir chez certaines personnes des petites problématiques de constipation, vu que c'est une antispasmodique des muscles lisses, donc ça arrive, il faut le savoir. C'est pas si fréquent que ça. Mais globalement, c'est une plante qui est bien tolérée, qui fonctionne bien assez rapidement, avec une bonne marge de manœuvre sur les doses. Ouais. Voilà, parce que des fois, c'est vrai qu'il faut augmenter les doses. Voilà, il suffit qu'une personne prenne de la cortisone et que ça l'empêche de dormir, parce qu'elle a une problématique, elle est traitée pour une problématique médicale, disons, par cortisone. Là, c'est des gens, il faut vraiment doser pour pouvoir ensuite trouver le sommeil. Mais globalement, c'est une plante qui fonctionne plutôt rapidement, qui est assez efficace, pour laquelle on n'a pas trop de mauvaises surprises. Donc, Non, c'est vrai que c'est une valeur sûre, en fait, j'ai envie de dire, ouais. de la Non. phytothérapie. Il y a, Mm, il y a quelques contre-indications, notamment pour les gens qui ont des glaucomes. mm, Euh, voilà. Et sinon, il peut y avoir des interactions avec une certaine classe d'antidépresseurs qui sont les IMAO. mm. Voilà, donc c'est juste les deux points de vigilance. Femme enceinte, on n'a pas l'étude, donc on déconseille. Et pour les enfants à Ouais. partir de 5 ans, dans la pratique, c'est ce qui se fait. Même si parfois on déconseille avant 12 ans, mais enfin, typiquement dans les pays anglo-saxons qui ont une vraie tradition d'utilisation de Mm. la plante, c'est conseillé à partir de 5-6 ans. Et Oui, notamment, elle aurait une action sur l'épiphylie, l'énurésie. oui, Voilà, mm, en association par exemple avec l'avoine oui. pour les enfants qui ont ces problématiques, qui peuvent avoir ces problématiques-là. Ouais, tout à fait. Donc très intéressant.
Bon, pour les enfants, moi, je me tournerais plutôt quand même vers des plantes peut-être un petit peu plus douces parce que les enfants, des fois, juste la matricaire, ça suffit, tu vois, et t'as pas Mm. besoin d'arriver avec des grosses sédatives. Mais voilà, en tout cas, ça reste une solution pour des enfants qui dorment hyper mal et qui sont hyper actifs. Donc, très, très intéressant. On arrive au terme de cette interview, c'est magnifique. Et du coup, est-ce que tu aurais un petit mot à nous dire pour dire au revoir à tout le monde et à tous ceux qui nous regardaient en replay? Un petit mot pour dire au revoir. Bah, écoutez, un peu frustré de pas avoir pu vous parler plus précisément de tout ça, mais c'était l'exercice imposé. Donc voilà, ravi d'avoir pu avoir cet échange-là. Et, euh, et je suis content de vous parler de vous avoir parlé de l'escolzia, qui est une super plante. Ouais. Super, bah écoute, je te remercie, je dis au revoir à tout le monde, bonne soirée à tous ou bonne journée si vous regardez en replay. Et puis à bientôt, du coup on est pressé de voir un live avec toi en train de parler de la mycothérapie avec plus de temps. C'est ça. Bonne soirée à toi, Salut Marie. Au revoir à tout le monde. salut, bonne soirée à tout le monde.